Bon, que t'aies vu Astérix l'Empire du Milieu ou pas, importe peu, tu peux rester, c'est pas le sujet. Ici, on va vous parler d'un film qui aurait dû exister, et dont les déboires de production ont suscité le projet. Un film, comment dire, particulier. Imaginez Guillaume Canet qui écrit un scénar sur mesure pour le Parti communiste chinois. Un scénario d'un film Astérix, où chaque élément doit subir la validation d'un bureau de censure. Un blockbuster franco-chinois où une icône française sert les intérêts du PCC. Et c'est pour notre plus grande déception que ce film n'existe pas. Mais ce fut bien l'ambition à l'initiative du projet, et le cadre dans lequel la production du film s'est retrouvée pendant près de 2 ans. L'objectif évident était de faire un Astérix avec la Chine, pour avoir accès à leur marché et brasser un max. Mais bon, comme nous allons le voir, faire un film avec la Chine, c'est faire un film pour la Chine. Mesdames, messieurs, bienvenue dans un monde où Guillaume Canet écrit un film pour Xi Jinping. FF, je lui dis sticky, faut faire la queue comme tout le monde si tu veux le ticket. Je suis à 10% et tu penses que je me suis appliqué. Impliqué, on l'est, ta bécane, on lève. De là, relève, gros pétard aux lèvres. Bon, on va pas vous refaire tout l'historique de la licence, ce qui est important, c'est de retenir les grandes lignes. C'est scénarisé par Goscinny. Présent. Donc Lucky Luke, Astérix, le petit Nicolas et Is No Good. Et dessiné par Uderzo. Présent. Juste, Uderzo c'est un boss, regardez, il a un Mirage 3 dans son jardin. Bon, il peut pas voler avec, mais voilà, vrai bail de prouveur. Et oui, si t'as bien compris, c'est pas le genre de mec qui va se battre pour ta retraite. Le peuple français, quant à lui, découvre les deux Gaulois lors de la première parution du journal Pilote en 1959, co-créé par une bande d'artistes dont Uderzo et Goscinny. Bon, les mecs mentalité Silicon Valley, ils sont liquidés 2 ans plus tard et rachetés pour un franc symbolique par Georges Dargaud. Astérix se développe, blablabla, phénomène, nanani. Et 1977, devinez que fait Dargaud, le méchant capitaliste ? Bah, il agit comme un méchant capitaliste. Une histoire à la con de non-volonté de parution le met au porte-à-faux contre Goscinny. Celui-ci, travaillant en parallèle sur Astérix chez les Belges, demande à Uderzo de ne pas finir les 7 planches manquantes pour faire pression. Vous connaissez l'histoire. Goscinny meurt la même année, Dargaud met une lame qualité ferrandière sous la gorge d'Uderzo pour qu'il finisse, celui-ci s'exécute et trahit ainsi la dernière promesse faite à son ami. En même temps, c'était ça ou filer 6,5 millions d'euros actuels. Perso, je l'aurais fait sans aucune pression. Salut mon pote. Uderzo se lance donc solo dans la publication d'Astérix en 1979, en créant Albert René Éditions. Le gars est chaud, un Mirage 3 ça s'achète pas en faisant des BD. Bah ouais, sous Uderzo, Astérix devient une licence. En gros, extraire le Gaulois de son médium de la bande dessinée pour le faire tapiner à qui le veut. Jeux vidéo, parcs d'attractions, etc., etc. Astérix tourne bien. Si bien que le cinéma s'y intéresse. Au total, 5 films. Le premier en mode visiteur, le classique, le dragueur européen à la Macron. Et toi, aucun souvenir. Et enfin, celui qui va nous intéresser, Astérix en Chine par Canet. L'éternel quarantenaire blanc qui par sa filmographie de merde nous fait part de ses questions existentielles. L'individualisme, la solitude collective, ne plus plaire aux jeunes femmes. Comment ça? L'autre soir, on bouffait avec des copines et on parlait des acteurs français à qui on voudrait bien niquer. Et... franchement, t'as bien chuté dans la liste. Comment ça la liste? Quelle liste? Des choix un peu curieux. Enfin Canet, pourquoi pas hein. Après tout, Anne Goscinny voulait un film qui traverse le périphérique. C'est là qu'on intervient nous. On s'est dit, pourquoi la Chine? Après on a tapé Astérix Chine et on est tombé sur Macron en conférence à côté de Xi Jinping. De lancer aussi des productions cinématographiques de la première importance. Nous l'évoquions hier soir. Astérix va connaître les routes de la soie et permettre de partager nos imaginaires les plus populaires. Entre nos deux pays, plusieurs projets de coproduction cinématographique, musicale, d'événements de première ampleur seront déployés à cette occasion. C'est la fin de la conférence de presse conjointe. Nous remercions la présence des deux présidents. Je vous remercie. Ok, bon du coup c'est pas le cas, le film est tourné en Auvergne. Micro a dit de la merde, jusque là ça va. Mais nous à ce moment là on connecte nos neurones et on se dit putain mais quel bourbier. Qu'est-ce que Guillaume Canet fout à draguer les producteurs chinois? Le mec est con ou quoi? Produire un bail avec la Chine, c'est produire un film dans un pays où l'industrie du cinéma est un monopole d'État géré par le département de la propagande du comité central du Parti communiste, ou département de la communication selon les traductions. Oui, une galère, on vous a prévenu. En plus, c'est con. Personne parle de la Chine pendant la période de marketing. On s'attendait pas non plus à un développement précis, mais là, c'est un grand absent. Et quand il est évoqué, c'est presque mot pour mot les mêmes éléments de langage. Mais bon, sur les plateaux, ça les suce bien, pas besoin de justifier. Bon, on va commencer par la base. Comment produire un film Astérix? Un peu de droit pour commencer, ça fait toujours du bien. T'es producteur, tu veux faire un Astérix. Tu proposes un projet où tu réponds à un appel d'offres, dans les deux cas, t'auras affaire au proprio. Astérix et Obélix est une co-création, et appartient donc à Uderzo et Goscinny. Ils sont protégés par le sacro-saint article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle. Je cite. L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. Donc, en 1979, quand Uderzo lance Albert René Éditions, les droits d'auteur de Goscinny sont transmis à sa fille,
Anne, et je ne sais par quel arrangement ça se traduit par 20% du capital de la maison d'édition, et donc 80% pour notre Uderzo, ce gourmand, qui donnera de son vivant d'ailleurs 40% à sa fille Sylvie. En 2008, Uderzo et Anne Goscinny vendent les droits d'exploitation d'Astérix. Uderzo va en tirer 22,7 millions, dont 10 millions pour une clause d'immortalité, ce qui fait que son œuvre continuera sans lui et après sa mort. Bref, il vend son âme au diable. Et pas n'importe quel diable, le plus con des milliardaires français, j'ai nommé Arnaud Lagardère, avec sa maison d'édition Hachette. Bah ouais, Astérix en France, c'est une des rares licences qui brasse vraiment beaucoup, même à l'international. Là on met le patrimoine respectif de nos trois loustiques, histoire que vous puissiez constater par vous-même. Non mais merde, le mec a un Mirage 3 dans le jardin de son domaine de 4 millions aux Yvelines. S'ensuit la fameuse affaire Uderzo. En gros, il se déchire par médias interposés avec sa fille. C'est ridicule. Ça fait très mal. Alors j'espère qu'elle reprendra tous ses esprits, parce que c'est elle finalement qui les a perdus. Voir son papa à la télévision qui parle de sa fille dans ces termes, c'est évidemment pas très... Non seulement c'est pas élogieux, vous imaginez, mais en plus ça fait mal au cœur. Bref résumé, Sylvie a le seum parce que le deal avec Hachette est fait dans son dos. Plus elle s'est fait virer de son poste de directrice d'Albert René Éditions, Hachette ne voulant pas d'elle. Mais, ne vous inquiétez pas, elle vend ses parts quelques années plus tard à Hachette et se réconcilie avec son père. Comme vous le savez, j'ai vendu mes parts à Hachette Livre, donc je vais très bien, c'était confidentiel, mais je vois qu'ils sont pas gênés à retirer le côté confidentiel du contrat. Tout est bien qui finit bien. Donc depuis 2008 et jusqu'à maintenant, les droits d'exploitation appartiennent à Hachette. Ils produisent, commercialisent et vendent les droits d'exploitation d'Astérix. Mais Uderzo a pu continuer à faire valoir ses droits moraux. L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Techniquement, Uderzo peut mettre un droit de veto à toute décision sur son œuvre qui ne respecterait pas le fond ou la forme de l'œuvre. C'est assez large pour pouvoir casser les couilles en cas de litige. Et malgré qu'on tape sur le bonhomme avec son avion, force de constater qu'il est resté au chevet de son œuvre jusqu'à sa mort en 2020. Mais bon, une nouvelle ère s'ouvre pour Astérix, celle où les droits moraux sont gérés par Tic et Tac, Anne et Sylvie. Ça pue. Déjà, ils pourront jamais respecter la réelle volonté d'un défunt. Jusque-là, logique. On rajoute à ça la difficulté de faire valoir ses droits moraux en tant qu'héritier, comme le montrent les décisions de justice à ce sujet. Et petit bonus, parce que nous on est taquins, on vous rajoute le fait que Anne est juste une écrivaine de droite médiocre qui se fait rincer sur Sud Radio, et Sylvie et son mari sont bien connus pour leur prédation envers Astérix. Ça pue. Bref. Depuis 2020, force est de constater que niveau collaboration et produits dérivés, ça se gave un max. On a même contacté un gars qui tient une page Facebook sur Astérix, le pauvre, son pouvoir d'achat peut pas suivre le rythme de parution des produits dérivés. Niveau cinéma, on a quoi? Devinez, Astérix en Chine. Bah oui, ce serait con de pas faire profiter un marché d'1,3 milliard d'habitants. Faudrait pas qu'il passe à côté du génie de Canet. Ah oui, et on glisse comme ça, mais maintenant Hachette c'est Bolloré. Après cette mise en contexte beaucoup trop longue, on peut rentrer dans le vif du sujet. En 2016, Hachette lance un appel d'offres pour un 5ème live action Astérix. Les ayants droit à Uderzo sont proches du projet, le monsieur a refusé Jamel, il était chaud pour Azanavicius, Anne, elle, est plus de la team Gaston Bide ou Kev Adams. On voit même des youtubeurs. Uderzo, tu nous manques frérot. Comme nous allons le voir, Astérix en Chine est une idée de merde, mais elle revient à un homme qu'on se doit d'honorer. Johan Bayada, l'inconnu céleste, l'outsider, le génie mercantile en action, le casseur du tout. Le gars a une boîte de prod où il est seul dedans. Les Enfants Terribles créés en 2014. Il a fait ses armes dans le marketing cinématographique avec End Up Productions et a produit 4 bons films de merde. En gros, ce gars, sa vie c'est dépenser ses recettes dans des soirées à Cannes, rencontrer des mecs et trouver des deals. Oui, je sais, c'est un métier. Et le mec est un peu con. Il baffe devant le marché chinois. Et je ne sais par quel miracle, avec 20 pages scénarisées par le mec des tuches, il devient l'heureux détenteur de la production du prochain Astérix. On vous laisse l'artiste parler de son art. Ça fait combien de temps que tu te bats pour Astérix 5 ou tu as relancé la franchise? On peut le dire, même si tu es coproducteur avec les Enfants Terribles et qu'il y a des gens autour de toi. Mais ça fait combien de temps que tu te bastonnes avec les Uderzo, les Goscinny? Ils ont tout de suite été choqués par le fait que ce soit une idée originale, parce que j'ai pas voulu partir sur une adaptation d'une BD. Encore une fois, je voulais tout casser. De fil en aiguille, entre Carwai et la Chine, on s'est vachement intéressé à l'Asie et le potentiel de l'Asie et le côté kung-fu, Pirates des Caraïbes, des films de combat, enfin redonner un peu, rendre Astérix aux enfants. Allez, toujours parce qu'on est taquin, voilà une compile rapide de ses posts Insta. Un charmant personnage. Bon, on insinue fortement que tout le monde danse autour du cadavre d'Uderzo, mais celui-ci a eu le temps de valider le projet sur son lit de mort et de voir Canet. Juste la rencontre me tue, monsieur Mirage 3 et sa virilité gaulliste face au dépressif parisien Canet. Bref. Après on a cet extrait d'interview d'Uderzo totalement contradictoire avec les choix qu'il a fait. Bah ouais mon gars, 10 millions la clause d'immortalité, fallait y penser avant papy. Revenons à Johan. Lui, il a le deal. Maintenant faut juste faire jouer le réseau des soirées canoises. Et quand t'as un Astérix dans les mains, c'est pas très compliqué. Alain Attal du Trésor Film le rejoint dans la production. Qui sont Astérix et Obélix? Ce sont deux super-héros. On a des super-héros français qui ont des super-pouvoirs. On est là pour dire on sait faire. Le gars c'est le boss. Rien qu'en 2018 il fait Le Grand Bain et Le Chant du Loup, plus tous les films de Canet. D'où le fait d'ailleurs que Canet devienne réalisateur et scénariste du film alors que son nom n'a jamais été évoqué. Ni par Hachette, ni par Uderzo, ni par les ayants droit. Ils sont rejoints par Pathé et ce bon vieux Sédou. Bon, il gratte un peu de thunes en France, chez Canal et TF1, ainsi qu'un préfinancement de la part Netflix contre une diffusion sous 36 semaines. En plus, c'est marrant, ils l'ont dans le cul. L'accord a été signé avant la nouvelle chronologie des médias de 2022 qui l'aurait descendu à 15 semaines. Netflix, c'est vraiment des rapaces. Pendant le corona, ils achetaient pour une bouchée de pain les droits de diffusion des productions en galère.
Et bien sûr, ce qui nous intéresse, 2 longues années d'épopée chinoise à sucer le PCC contre des pesos. Triste vie, mais ne vous inquiétez pas, il nous laisse une trace d'Uderzo dans ce projet. Enfin, une question plutôt. Comment nos Gaulois vont-ils en Chine? Bah t'inquiète pas papy, nous on va te dire comment. C'est ta meuf la salope qui donne le go, elle donne le go. Je suis déjà loin devant, tu vois mon dos. Je suis pas quitté, je t'arrange pas le coup, je suis à propos de la monnaie, je me lève grave tôt. Bloomberg News affirme que la Chine est devenue le plus grand marché cinématographique du monde, en dépassant les États-Unis en 2020. Initialement, ce film de merde est tout simplement un fantasme de producteur d'aller conquérir le marché chinois. Dans le cas du Bayada, on peut facilement imaginer qu'il a eu son idée bourrée sur la croisette à 4h du mat. T'sais, vomi en coin de bouche, moitié conscient, comme touché par la lumière divine. Eh oui, encore un miracle les amis, décidément ce film est béni. Le mec a vraiment cru qu'il pouvait conquérir le marché chinois sans étude de marché préalable. 1. On dit bien étude de marché, pas juste mais la Chine c'est la zone où les films français ont le plus de succès. Y'a que 5 films projetés par an pendant à peine 2 semaines et les seuls succès c'est des films de Besson avec Liam Neeson et Scarlett Johansson. Ça pue. Tu me diras, le PCC pourrait utiliser les films de Canet pour aliéner sa population. On n'est pas des génies, on vous rassure, on est juste allé checker les chiffres produits chaque année par Unifrance sur l'état de l'exportation du cinéma français à l'étranger. Voilà, tu prends les bilans sur 15 ans, tu regardes et tu fais un double constat logique. Le marché chinois est gargantuesque, mais seulement pour les films de Luc Besson. Et second constat qui concerne le cas d'Astérix, les genres de films comico, épico, historico, mon cul, c'est un non-sens culturel et politique, qui se traduit directement sur le non-succès de ce genre de film en salle. Bon, on va arrêter d'être aigri, on va développer tout ça calmement. Reprenons le fil tel que Bayada l'a vécu. Déjà, cet extrait est parlant sur le rapport que le type entretient avec le cinéma. De fil en aiguille, entre Carwa et la Chine, on s'est vachement intéressé à l'Asie et le potentiel de l'Asie et le côté kung-fu, Pirates des Caraïbes, des films de combat. Il doit rien comprendre le pauvre. Enfin si, il comprend une chose, c'est qu'il y a de la thune à se faire. Et ça, il le sait par la démonstration de force du marché chinois sur l'année 2017. La même année où il boucle le deal. Bah oui, là, le pirate qui cale à chaque début de phrase, c'est un phare idéologique. Effectivement, en 2017, Pirates des Caraïbes a le droit à une deuxième vie sur le marché chinois. Et quelle vie! Le film brasse autant en Chine que sur le marché américain pour lequel il est conçu. Et il fait 2 fois plus d'entrées. Pareil pour Valérian de Luc Besson. Le film fait 4 millions d'entrées en France et 4,5 aux États-Unis, contre 11,5 millions en Chine. C'est plus que la France et les ricains réunis. Valérian sans la Chine, c'est 40 millions de déficit. Faut le comprendre, et ça, Bayada, ça le fait rêver. Parce que ouais, la Chine depuis 10 ans, rien que ça développe. C'est un enjeu politique, faut donner à sa population des œuvres culturelles, nationales et intimes. Une manière de dire protéger, propager, entretenir l'idéologie du parti. Ou même juste de contrer l'hégémonie américaine, comment leur en vouloir. Bon, les mecs en 10 ans, ils propagent zéro soft power effectif avec leur cinéma, mais le marché de la production et de la distribution, eux, sont en constante croissance. Et le public chinois est de plus en plus demandeur de production nationale. Par exemple, de 2017 à 2020, on passe de 50 000 salles de cinéma à 75 000. Les Américains en ont 2 fois moins, ce qui va de pair avec le nombre de consommateurs potentiels, 1,3 milliard contre 330 millions. Après, les cow-boys sont pas cons, leur ticket de cinéma est 2 fois plus élevé, mais n'empêche qu'ils ne se sont jamais retrouvés face à un tel adversaire en termes d'industrie cinématographique. Après, le marché chinois reste dépendant des productions américaines. Oui, des blockbusters tout nuls, le PCC doit se mordre les couilles. Pour en revenir à la France, en 2017, la Chine est le pays où les films français font le plus d'entrées. Avec seulement 5 films, les mecs brassent 64 millions d'euros pour 13 millions de spectateurs chinois, et les ricains avec 62 films, ils font 75 millions d'euros pour 10 millions de spectateurs. Avec seulement 5 films, théoriquement, le marché est un cadeau des dieux. Et c'est pas la première année, ça fait déjà 10 ans que la Chine est dans le top 3 des pays où le cinéma français a le plus de succès. Et pour donner encore plus le vertige, comparons-nous la Chine c'est notre meilleur copain, comme en 2017, on représente que 0,8% des parts de marché là-bas. Voilà, le producteur qui est en toi, bande. Bayada, bande. Hachette, bande. Les ayants droit, bande. Mais voilà, faut remettre les chiffres en perspective d'une une variable majeure, la variable Luc Besson. 2017, t'enlèves Valérian, tu passes de 11 millions de spectateurs pour des films français en Chine à 1,7. Bah quoi les Chinois, vous voulez pas aller voir Red Dingue? Ou encore Santa et compagnie, le fleuron culturel français? Pour vous dire, voilà un graphique du nombre d'entrées pour les films français en Chine sur 10 ans. Et voilà les mêmes graphiques avec notre variable Luc Besson. Ça pique, ouais. Après, on vous rassure, tout a un sens. EuropaCorp appartient en partie à des investisseurs chinois, ce qui permet de nous introduire doucement à l'adaptabilité des lois du marché à la gueule du client, ou plutôt aux intérêts divers du parti. Juste pour réaliser, le film Taxi 5, le truc de Gaston Bide produit par Luc, fait 2 fois plus d'entrées en Chine que le jeune Karl Marx. Donc oui, le marché est lourd. Mais Bayada, t'es pas Besson, t'as pas les contacts. Donc en étant réaliste une seconde, si l'objectif c'est de distribuer Astérix en Chine, bah courage, parce qu'en plus, faut passer un vrai obstacle. La Chine ne connaît pas Astérix, ni les films, ni les BD. Voilà, aussi simple que ça. Même Attal le dit. Regardez, Astérix au JO fait 170 000 entrées. C'est 5 fois moins que Taxi 5. Et le Astier 2 a fait seulement 45 000 entrées. Pour les autres Astérix, ils ont tout simplement pas été projetés en Chine. Bon, vous me direz, si ça parle de la Chine, tu fous des acteurs chinois connus Et là, elle... Elle en prend un... Possible. Mais reste encore un certain nombre de barrières culturelles à franchir. En aval, fallait surtout se poser la question. Quel genre de film français veut voir le random chinois? Déjà, simplement pas une comédie. Voilà le top des genres qui s'exportent le mieux en Chine. La comédie est 13ème, et c'est valable pour tous les pays du monde. Une comédie, ça s'exporte mal, parce que le gros de l'humour repose sur des références culturelles locales. Donc, comme les Américains, on fait des reboots nuls. Autre barrière culturelle, comme Attal l'a évoqué en interview, le mélange d'une comédie et de l'épico-historique. Il a jamais été question de tourner en Chine? On a essayé. Donc on s'est battu pour y arriver. Mais il était très compliqué pour les autorités chinoises d'accepter que les troupes de César envahissent la Chine.
personne n'envahit la Chine. Voilà. Tu sais, t'es là, tu mets en scène des Gaulois qui vont voir la dynastie Han en faisant des blagues racistes. Bah ça, le PCC, il veut pas. Le roman national chinois est actuellement et plus que jamais un objet politique brûlant. Une réécriture constante de la généalogie territoriale et ethnique. Donc vos conneries de français, vous les gardez chez vous. Ici, le droit à l'aliénation est étatique, monsieur, et pas distribué à des cassos comme Canet. Donc revoilà le classement. Les comédies sont 13e et les films historiques sont 17e. Et c'est là qu'on commence à sentir le marketing en sueur. Voyez par vous-même. Le marché chinois, faut lui donner soit des thrillers à la Luc Besson, soit des films fantastiques à la Luc Besson. Alors oui, il l'aime beaucoup là-bas. Donc si tu veux distribuer ton Astérix en Chine, courage. Hein. Si seulement du point de vue d'une étude de marché de petits cons en école de commerce, c'est un projet débile, imagine si on rajoute à ça le protectionnisme du PCC. Bah c'est mort. Si vous vous posiez la question, mais pourquoi que 5 films français distribués en Chine? Déjà c'est bien, je vous félicite. Ensuite voilà votre réponse. La Chine fixe un quota pour le nombre de films étrangers diffusables sur son territoire. À sa création en 1994, c'était 10 films. Maintenant, on tourne autour de 50. Ah, le capitalisme. Bon, après, les quotas, c'est au bon vouloir des besoins économiques du pays. Les années noires pour l'industrie cinématographique chinoise, on ouvre les portes. Dans les faits, la Chine applique un quota officieux par pays. Pour nous, la France, on est sur environ 6 films par an de production majoritaire étant autorisés à être diffusés par là-bas. Bon, au niveau du quota, Astérix peut compter dans ces 6 films. Ça passe crème, y a pas de souci à se faire. Après, faut voir si nos pâtés, Trésor Film et compagnie sont prêts face aux taxes. Surtout que les mecs font appel à des boîtes de prod belges pour alléger leur taux d'imposition. Taxeshelter.be pour les curieux. Un détail. Je vous laisse imaginer que les taxes en Chine, c'est un autre niveau. Bon, il y a plusieurs moyens de diffuser son film et le plus rentable, c'est de procéder par un classique partage de recettes. En gros, ton film est diffusé en Chine et tu te fais taxer sur l'argent que tu génères sur place. Jusque-là, tout va bien. Sauf que la Chine va prendre 75% des recettes contre 60% en moyenne pour les autres pays. En plus, tu rajoutes que ce système est plafonné à 34 films par an et que 60% de taxes, c'est le taux arrangeant si tu arrives à passer un certain seuil de rentabilité que seuls les blockbusters arrivent à franchir. Là, c'est tout de suite plus compliqué et coûteux pour nos Gaulois, surtout qui commencent à se comparer au marché international. Après, s'ils n'arrivent pas à accéder au partage sur recette, ils peuvent toujours recourir au système du forfait. C'est simple, tu vends juste à un prix fixe les droits d'exploitation à un distributeur local qui touchera tous les bénéfices. Généralement, avec ce deal, tu te feras un peu niquer. Après, t'as aussi un modèle hybride où à partir d'un certain seuil de rentabilité, les producteurs étrangers peuvent commencer à toucher des royalties. Bon, dans les deux cas, vaut mieux choper le partage de recettes. Ok, tu te fais taxer à mort, mais miracle, ton film est sorti sur le territoire chinois. T'es heureux, mais toujours un peu au bord du burn-out. Bah prépare les Xanax, t'es pas au bout de tes surprises. Le protectionnisme chinois n'est pas seulement économique, il est surtout culturel. Déjà, les films passent très peu de temps en salle. Carrément, quand le film dépasse les 2 semaines en salle, on parle d'extended release. Et pour avoir cette prolongation de ton visa d'exploitation, bah tu dois impérativement brasser 200 millions d'euros. Donc, autant dire beaucoup d'élus, peu d'appelés. D'ailleurs, comme vous pouvez l'imaginer, les appelés ne sont qu'américains. Après, t'as aussi un ensemble de moyens mis en place par le PCC pour te niquer l'exploitation de ton film. Déjà, t'as la période de boycott des films étrangers, les blackouts. Pas de films étrangers en salle, finito pipo. C'est pas con le PCC. Les boycotts, c'est pendant les semaines d'or, c'est-à-dire les semaines les plus rentables de l'année, genre le nouvel an chinois, la fête nationale, la fin d'année et surtout les vacances. T'ajoutes à ça que l'organisme qui s'occupe de l'obtention des dates d'exploitation en Chine, la DEA, Association de distribution et d'exploitation, qui dépend directement du PCC, a pour habitude de donner les bonnes dates de sortie aux films chinois. En gros, toutes tes techniques marketing sur le timing de la sortie, tu te les gardes. En Chine, les périodes d'ultra-consommation, aussi capitalistes soient-elles, doivent sonner rouge. Petit exemple plutôt parlant de comment se faire niquer, le cas de Valérian. Donc Valérian a été sorti de force la même semaine que, retenez bien, Cars 3, Baby Driver et Dunkerque. Et en plus, si c'était pas déjà la merde, le film sort une semaine avant le Blackout Summer. Malgré tout ça, Besson a brassé 28,8 millions de dollars en une semaine. Voilà, cet exemple nous montre bien à la fois l'intérêt qu'on peut avoir pour ce marché, on y fait les gros sous-sous, mais on dépend dans chaque étape du bon vouloir du parti. En bref, la diffusion d'un film étranger sur le territoire chinois est instable et imprévisible. Et ça, pour le savoir, il faut dépasser l'aspect économique et donc dans le cas de Bayada, arrêter d'être un producteur mercantile shooté à l'étude de marché mal coupée. Bon, là on parle de diffuser le film sur le marché chinois, mais nos loustiques ont eu pour ambition de le coproduire et de le tourner en Chine. Collaboration avec la Chine. Sans vous spoiler, c'est autant la merde en pire. L'économie c'est bien, la politique c'est mieux. En réalité, Hachette, Bayada et les ayants droit n'avaient pas l'impression d'avoir besoin d'en savoir plus sur la distribution d'un film en Chine. Ils ont peut-être dès le début envisagé une coproduction, car coproduire c'est faire un film en partie chinois et donc passer la plupart des politiques protectionnistes. Oui, c'est con, notre partie sur les extended release, blackout, quota et tout ça passe presque à la trappe. Mais pas totalement non plus, en soi le film ne va pas être distribué en Chine. Donc ça veut dire que Pathé, qui est chargé des droits de distribution internationaux, a sûrement vu le peu d'intérêt face à ce marché instable et toutes les politiques protectionnistes. Et comme nous allons le voir plus loin, la question de la censure. Bah oui, quand le scénario de ton film c'est César envahit la Chine avec du coup une Chine impuissante et une France qui la sauve, bah ça pue quoi, fallait y penser avant. Bref,
Comme on l'a vu, Bayada dans la conception de son projet est très opportuniste. Il a donc vu au-delà du marché économique les ficelles politiques qui pouvaient donner vie à son projet. Effectivement, depuis 2010, la France et la Chine ont développé un arsenal de politiques publiques et de financement privé afin d'encourager et d'accompagner les collaborations entre les deux pays, en termes de production cinématographique. France, Chine, ciné, bite, dans cul, dans zizi. On peut le dire, hein, parce que bon, c'est plus un accord pour se faire de la thune et développer l'industrie chinoise qu'une collaboration culturelle. Collaboration, le mot est important. Alors, la base c'est l'accord de coproduction signé entre nos deux républiques le 29 avril 2010 à Pékin. En gros, c'est pour faciliter les coproductions entre nos deux pays. Au total, on est sur 77 coproductions entre 2010 et 2016. Et on rappelle juste au cas où que l'avantage d'une coproduction, c'est d'être considéré en partie comme un film chinois. Donc, d'être dans les meilleures conditions pour exploiter ton film sur ce territoire. Après, tu dois valider des critères qui sont pour certains... comment dire, embêtants. Là, on met un résumé, mais en gros. Le premier critère, c'est que le scénario doit être validé par les deux parties. Donc, la China Film Coproduction Corporation, selon les mêmes principes que ceux de la censure gouvernementale. Si t'es un producteur français, tu dois faire valider auprès du CNC, cool. Mais si t'es un producteur chinois, tu dois d'abord passer par le bureau de censure, moins cool. On vous détaillera les critères de la censure après quand Canet va se retrouver confronté aux institutions chinoises, c'est beaucoup plus rigolo que de le faire maintenant. D'un point de vue financier, le point important est l'apport de chaque coproducteur qui doit se situer entre 20 et 80% du financement total de l'œuvre pour qu'il y ait coproduction. Bon, ça c'est important, les collabs c'est rarement du 50-50, tout le temps un des deux va se retrouver producteur majoritaire, et c'est tout le temps la Chine. Bizarre. Enfin, le film doit être conforme au projet artistique et technique précédemment approuvé. Bon. On peut rajouter à ça des règles implicites que la Chine demande pour valider la coprod, comme d'avoir au moins un tiers d'acteurs chinois, et surtout, d'avoir un élément central du scénario en rapport avec la Chine et son histoire. Bah oui, très clairement, Astérix est réfléchi en fonction de ces critères. C'est peut-être même le cahier des charges que Bayada a donné aux gars des Tuches quand il leur demande 20 pages pour draguer Hachette. 20 pages, hein. Il est venu me voir pour me demander si ça t'intéresserait de lire 20 pages. J'étais quoi, c'est pour réaliser Astérix Voilà, un accord c'est bien mais c'est rien. Des mots, des formalités, et si tu vas pas t'intéresser aux productions qu'il a enfantées, tu peux pas vraiment comprendre à quoi il sert dans les faits. Donc si on doit tirer une conclusion de cet accord sur les 77 films produits, laissons parler un professionnel en personne. En gros, dans la plupart des cas, on vend notre savoir-faire français. La classe, hein. Ça peut faire rire les médisants, mais on a envoyé les Chinois aux Oscars avec Le Promeneur d'Oiseaux, réalisé par le français Philippe Muil. En plus, on peut ajouter que la plupart de ces films sont des productions majoritaires chinoises, la France mettant seulement les 20% du financement réglementaire. Pour vous dire, la plupart des films issus de l'accord ne sont même pas distribués en France. Non, c'est vraiment juste une vente d'experts. Après, ça a donné de très bons films, mais la collaboration n'est que partiellement artistique et culturelle. C'est surtout de la main d'œuvre pour le marché chinois. Ah oui, on le place là, hein, mais en 2015, on a signé le même type d'accord avec Taïwan. Le CNC, joueur polyvalent. Donc voilà, Canet, la Chine ne veut pas ton intellect, mais ton corps, ta force de travail à toi, travailleur. Oui, Canet, ton argent et ton statut d'artiste ne sont qu'un leurre qui cache l'exploitation que tu subis. Tu es exploité. Rejoins la Ligue de la Jeunesse Révolutionnaire, arrête d'être aliéné, mon chéguet. Donc 2010 ouvre une période de collaboration accrue entre nos deux pays. Bon, ça influence pas du tout le succès des films français sur le territoire chinois. Regardez le graphique, pas tant de différence entre l'avant et l'après-accord, ni dans les quotas maximum. Voilà, faudrait surtout pas laisser le puissant soft power français agir. Mais bon, que veux-tu? Face à un marché chinois en pleine croissance, en 2015, un fonds d'investissement pour la collaboration cinématographique sino-française ouvre. La China Europe Film Group. Le fonds est en collaboration entre Wild Bunch, avec qui Bayada travaillait dans le passé, donc oui, Bayada connaissait bien tout cet environnement avant de proposer Astérix en Chine, et la China Film Group, un bail qui appartient à 68% à l'État chinois, qui est lui-même un fonds d'investissement de production culturelle. Un truc qui est censé servir le soft power culturel chinois, j'imagine. Au total, quand même 100 millions d'euros dans le fond. C'est sympathique, tout ça, ça s'amuse bien ici. Allez, et comme si c'était pas déjà assez beau, l'année d'après, en 2016, la consécration. Une réunion à Beijing entre les grosses moulas du cinéma français, CNC, directrice générale de Gaumont, le mec de Wild Bunch, une tonne de pros, et des producteurs, distributeurs, fonctionnaires chinois. La fête, le bonheur. Voilà, après, c'est pas la première fois que le cinéma français s'amuse à financer et récompenser des criminels. Et c'est dans cet environnement que Yohan Bayada prend connaissance de l'appel d'offres d'Hachette et court sur l'occasion face à un double contexte politique et économique. En politique, on appelle ça une fenêtre d'opportunité. Et ça, Hachette, ça les séduit. Les ayants droit en rêve et Uderzo est mourant, donc le projet est validé. Approved. Et là, le miracle. Le vrai. Celui où l'ange apparaît. Le petit blondinet de Macron rentre dans la danse. Oui, c'est Emmanuel Macron. Le 25 octobre 2019, Pathé lance le communiqué officiel de la production du film, qui est également l'annonce de Canet comme réal. Bref, on ne sait pas par quel stratagème, 5 jours plus tard, Canet et Attal se retrouvent au sein de la délégation présidentielle. Alors Lorraine, il n'y a pas que des patrons qui accompagnent Emmanuel Macron en Chine en ce moment, il y a aussi quelques artistes, notamment Guillaume Canet. Il fait quoi là-bas au juste? Eh bien, il bosse, figure-toi Adeline, il prépare son prochain film. C'est lui qui réalise, vous voyez sur la photo avec Yan Peiming, l'artiste chinois. Il réalise les prochaines aventures d'Astérix et Obélix. Et vous savez où l'intrigue va se dérouler? En Chine. En Chine. Bien sûr, Christophe. Et d'ailleurs, tu le sais parce que le film s'appelle Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Alors s'il est en Chine, c'est pour préparer le tournage, nouer des contacts pour pouvoir tourner quelques scènes là-bas, repérer des acteurs chinois aussi pour les faire tourner dans son film. Voilà, ça c'est un avant-goût de ce que ça va donner Astérix et Obélix. Pas Guillaume Canet.
En route pour la Chine avec Manu, le bonheur. Bon, c'est pas totalement illogique, beaucoup de projets culturels sont à l'ordre du jour lors de ce voyage en Chine. Même hors du cinéma. Déjà, Macron y va pour inaugurer le centre Pompidou de Shanghai. On parle également, accrochez-vous bien, d'un projet du Puy du Fou en Chine. Et rendez-vous compte de la chance des mecs quand même, on leur file ça et Canet sur le dos, vous imaginez la galère? Un peu plus classe, on a aussi un projet de centre Rodin Shenzhen. Astérix, Rodin, connexion évidente. Bref, on peut pas vraiment savoir comment ça s'est passé et pourquoi Macron s'enflamme comme ça à annoncer la collab officielle comme on l'a vu au début de la vidéo. D'ailleurs, tiens, on va la remettre, faudrait pas se gâcher le plaisir de le voir dire de la merde. Astérix va connaître les routes de la soie. Après, comme on va le voir, pour parler cinéma en Chine, il suffit d'à peine 3 représentants d'organes du cinéma, tous 3 dépendants du parti communiste chinois, donc des conversations rapides et courtes, pas besoin de courir de partout, un petit punch et c'est parti. Là, ça part en délire total. J'ai envie de faire un grand film d'aventure. Une grande comédie, mais qui soit aussi un grand film d'aventure avec des décors incroyables, avec des grands costumes, un grand film d'époque, avec l'humour que l'on aime d'Astérix Obélix, avec un certain décalage. Si on veut voyager, il faut voyager. Donc Oui, d'accord, on fait comme ça. Il parle même de tourner au pied de la muraille de Chine. Ouais, ça doit être ça, hein. Les mecs sont dans un rêve, le meilleur des mondes possible. Enfin, ça, c'est après les beaux discours sous champagne au centre Pompidou de Shanghai. Parce qu'à ce moment-là, si les feux sont verts pour la brochette Canet, Bayada et Attal, les mecs vont vite déchanter quand ils vont mettre les mains dans le cambouis. Bon, à ce moment-là, faut bien comprendre le trail. Quand tu veux produire un film en collab avec la Chine, tu as accès à leur marché, ce qui est cool. Mais en échange, tu fais un film pour eux. Et en plus, pas sûr qu'ils te donnent tant d'argent que ça. Bah ouais, ils peuvent juste te donner 20% du financement, comme le stipule l'accord de coproduction. Mais t'as accès à leur marché en légende sans la plupart des restrictions. En bref, tu vends ton âme, mais ça peut être lucratif. Canet, il s'en fout. Lui, c'est pas un artiste, c'est une star. Et notre star, elle commence un an de collaboration avec des institutions chinoises, producteurs, diffuseurs, bureaux culturels, bureaux du cinéma, toutes dépendantes du PCC, toutes soumises à la censure. Oh putain, un régal rien que de l'imaginer dans cet enfer administratif. Je suis pas encore l'amour de ma vie, mais je suis là, ma bitch, ça pour la vie. Tout le monde me dit d'arrêter de la hate, mais ils savent pas que c'est elle qui colore ma vie. Big tracks, j'en ai plus rien à foutre, je suis à cœur ouvert. Je veux aimer comme si j'avais pas souffert. Quand je me sens mal, c'est pas son ouvert. Bon, on va vous faire un petit tuto sur comment faire un film en coproduction avec les Chinois, ou une projection du mode de vie de Guillaume Canet pendant 2020, comme vous voulez. Donc, article 1er de l'accord de 2010, le petit b plus précisément. Le terme autorité compétente désigne, pour la partie française, le Centre national de la cinématographie, CNC. Pour la partie chinoise, l'administration d'état de la presse, de l'édition, de la radio, du cinéma et de la télévision. La SAPRFT, un nom beaucoup trop long. En gros, tous les médias de masse sont soumis à cette instance qui valide ou non les projets, qu'ils soient chinois ou étrangers. La SAPRFT est dépendante du Conseil des affaires de l'État, du ministère de la Culture et de celui de l'Industrie et des technologies de l'information. Et aussi, et surtout, le beau département de la propagande du comité central du Parti communiste chinois. Let's go! Dans la SAPRFT, du coup, t'as le bureau des films qui valide les visas d'exploitation des films étrangers et chinois. Généralement, la manière dont un État délègue ses prérogatives à tel ou tel ministère en dit long sur la conception que ce même État a sur cette même prérogative. Ici, le cinéma, c'est tout sauf de l'art. Même la thune peut passer en arrière-plan. L'important, c'est la propagation d'informations par le cinéma, surtout que le cinéma, par l'engagement émotionnel du spectateur, est une arme de propagande puissante. Les Américains sont les premiers à le savoir. Je vous rassure, le soft power de la Chine est quasi nul, mais en interne, dans le pays, tout ça fonctionne plutôt bien. Et notamment par le biais des films d'histoire concordant avec le roman national, en constante modification par le PCC. La censure dans la grande ligne, c'est surtout un aller-retour entre l'auteur et le bureau de censure jusqu'à ce que l'œuvre soit jugée conforme. Selon l'article 28 du règlement cinématographique, dans un premier temps, t'as 18 distributeurs qui font une présélection des scénarios et films étrangers qui veulent être distribués et ou coproduits avec la Chine. Donc avant tout, on demande l'aval de ceux qui connaissent le marché, les distributeurs qui sont tous issus de la China Film Group et du Axia. Le duopole de distribution en Chine qui sont en réalité deux instances étatiques, donc un duopole de façade. Après, cette sélection de films intéressants économiquement ou culturellement, qui sait, passe par le conseil de censure du bureau des films. Donc des membres du parti qui s'assurent que les scénarios respectent les régulations administratives du cinéma, mais surtout les critères de censure de l'article 25. Oui, on y arrive doucement à cette fameuse censure. Reprenons. Ils répondent en 30 jours. Donc soit ils valident que ton film est PCC friendly, soit ils te renvoient le scénar et tu peux modifier en suivant les recommandations. Tu peux remonter ton film comme les ricains font. Bon, t'as modifié ton film, tu renvoies et il faut encore attendre 30 jours. Bref, c'est des longs allers-retours jusqu'à ce que le projet soit conforme aux critères de la censure et en plus, chaque démarche est facturée par le bureau du film. Faudrait pas oublier d'être malin non plus. Voilà, ton projet est bien charcuté, tu peux enfin obtenir ton visa d'exploitation. Ça donne envie. Donc Astérix, notre France, pays de notre enfance, doit tapiner sec s'il veut être coproduit. Parce que du coup, faut passer par les différentes étapes et critères de la censure. Tous les éléments du scénario que Canet a écrit avec les mecs des Tuches peuvent potentiellement y passer. Bon, qui de mieux que l'artiste pour parler de son art, c'est le moment le plus important de la vidéo. Canet qui assume tout simplement qu'il aurait bien tapiné avec la Chine s'ils avaient daigné donner plus de thunes. Cette vidéo elle est deep, il y a même pas 300 vues. C'est pendant une journée des costumes, c'est le nerf de la guerre, un vrai plaisir. On vous laisse avec Guigui. Au départ, quand il était question peut-être que la Chine soit coproductrice, enfin que
qu'on trouve un coproducteur là-bas, ils m'ont demandé de changer énormément de choses dans le scénario. Énormément de choses. Il y avait beaucoup de choses pour lesquelles c'était très très compliqué de passer la censure. Et donc au départ, j'ai travaillé le scénario dans ce sens-là, pour tout changer. Et quand finalement on s'est rendu compte qu'en fait ils voulaient tout changer, mais pas pour nous donner de l'argent en fait finalement. Parce qu'ils voulaient coproduire le film mais sans donner d'argent. Ce qui est particulier. Ce qui est quand même très particulier. Il y avait cette raison-là, et il y avait aussi une autre raison, c'est que moi en tant que réalisateur du film, vu ce qui se passait en Chine à cette époque-là, ça y est, je suis grillé par le gouvernement. La Chine s'est initiée dans la journée d'études. J'ai été reconnu. Si vous voyez un point rouge, vous me le dites. Je me voyais absolument pas aller faire une avant-première en Chine et aller demander à des acteurs ou des actrices du film d'aller faire une avant-première en Chine, vu déjà ce qu'ils nous demandaient, qui sortait totalement du contexte d'un film. Et j'avais pas du tout envie de rentrer dans un truc politisé. Et du coup, j'ai beaucoup poussé pour qu'on arrête cette coproduction en fait, et qu'on fasse le film en France, et que je pense que la Chine que l'on décrit dans le film n'est pas la Chine d'aujourd'hui. Voilà, tout est dit. Canet le dit mot pour mot. Les Ouïghours n'auraient pas été un problème éthique si la Chine avait craché plus de thunes. Le mec va faire un film en Chine et dit qu'il voulait pas entrer dans un bail politique. C'est soit de l'insouciance, soit du cynisme. On vous laisse choisir. En tout cas, aucun des journalistes n'a questionné l'équipe du film là-dessus, à part ce truc. Il n'a jamais été question de tourner en Chine. Les signataires de la charte de Munich auraient été si fiers de leur Nepo Baby favori. Donc oui, silence total. L'idée à l'initiative du projet et les 1 an de collab avec le PCC passent à la trappe. En plus, on sent très bien qu'ils évitent d'en parler. Hop, magie, ça existe pas. Maintenant, le scénario officiel, c'est 2016, appel d'offres d'Hachette pour un nouveau film. 2017, Bayada gagne un scénario original fait par le gars des Tuches. Déjà en 2017, on aurait pu se poser les questions. Octobre 2019, officialisation du lancement de la production avec Trésor Film, Pathé, Les Enfants Terribles, Canet. Globalement, les Avengers. Novembre 2019, voyage avec Macron en Chine, Macron s'enflamme et officialise la coprod, et là, bam, 1 an de collab avec le PCC malgré le chinois malade. Silence radio, personne ne parle de ça. Donc oui, Canet a bien rendu son scénario parti communiste compatible pendant le confinement, au chaud, sous la couette. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Donc courage l'ami, la vidéo est longue, mais le meilleur reste à venir. Donc, il nous parle un peu plus de ses déboires avec le bureau du film et nous donne quelques exemples de censure réelle. Donc mesdames et messieurs, conformément à l'article 25 du règlement cinématographique de la République populaire de Chine, voici ce qu'un film ne doit pas contenir. Bon, nous on s'est amusé à essayer de caser dans les différents critères les exemples cités de Canet, mais dans tous les cas, les règles sont assez floues pour s'adapter à n'importe quelle situation. Le petit 10 de l'article 25 stipule les autres contenus prohibés par les lois, régulations ou déclarations de l'État. Donc la question reste, est-ce que c'est Xi Jinping mentality compatible comme on dirait dans le milieu de la tech? Donc, opposition aux principes fondamentaux énoncés dans la Constitution de la République populaire de Chine. On a la mise en péril de l'unification, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'État. On est sur un scénario qui réécrit entre grosses guillemets une période historique. Voilà, juste César qui envahit la Chine de la dynastie Han, humblement. Bon, t'imagines que le bureau de la censure, ils ont dû câbler direct. Personne n'envahit la Chine. Énormément de choses. À savoir, par exemple, à un moment, il y a au début du film, il y a la princesse et son anniversaire, c'est ses 20 ans, et on lui offre un vase chinois. Et elle en a marre, elle dit qui aurait envie de collectionner des vases chinois, et elle le laisse tomber par terre. Et un disciple est là et se jette par terre et le ramasse au dernier moment. Mais ça, c'est impossible. On peut pas faire de blague avec un vase chinois. Il y avait un moment une scène avec des pandas où en fait un personnage Rikiki explique que Cléopâtre a fait beaucoup pour la préservation des pandas en Chine et que c'est pour ça qu'elle est très aimée en fait, très respectée. Impossible, il fallait virer cette vanne. L'incitation à la haine et à la discrimination entre les groupes ethniques, atteinte à leur unité ou à la violation de leurs coutumes et habitudes. Peut-être que l'histoire du vache chinois pété et du panda, c'est un manque de respect aux coutumes. Il y a un moment, il y a un vieux monsieur en fait qui est aveugle, en fait qui est le maître de Tatane, qui s'appelle Banane, et qui lui en fait est aveugle. Et à un moment, bon, il y a une scène où il se fait gifler. Et alors là, c'était impossible. Insulte, calomnie ou atteinte aux droits et intérêts légitimes d'autrui, très clairement claquer un vieil aveugle, pas besoin d'en dire plus. Donc voilà ce qu'a fait Canet de sa vie, de son idylle amoureuse avec Macron en Chine en 2019 jusqu'à la moitié de l'année de 2020. Un simple aller-retour du scénario pour le rendre conforme aux prérogatives idéologiques du PCC. Mais comme si c'était pas déjà assez la dépression collective, la totalité de l'organisation du cinéma chinois est en pleine mutation pendant que Canet a la tête dedans. Le karma, mon canard, tu tombes en plein hiver noir.
Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle, la période. En gros, on est en hiver 2019 et explose le plus gros scandale de l'histoire du cinéma chinois. Toutes les semaines, un membre de l'industrie est fiché pour détournement de fonds. La plus médiatisée a été l'actrice Fan Bingbing. La Go avait 2 fiches de paye, une imposable et une non. Fan Bingbing, on est vraiment très heureux de vous recevoir, de vous avoir à Télématin. Vraiment. Bonjour. Ah. Très bien. Les autorités fiscales chinoises ont ordonné à l'actrice Fan Bingbing de payer plus de 800 millions de yuan en amende et en arriérés d'impôts. C'est plus de 120 millions de dollars américains. La star de cinéma a évité de payer près de 40 millions de dollars d'impôts. En plus de compenser pour cette évasion fiscale, Madame Fan et ses sociétés doivent payer des amendes pour avoir utilisé des contrats dits yin-yang afin de sous-déclarer ses revenus. Fan Bingbing a posté une lettre d'excuse sur Weibo affirmant qu'elle accepte pleinement la décision. Aïe, on est dans un classique cas chinois, elle disparaît quelques semaines, revient, chiale, paye une amende et tout finit bien. Enfin, je crois. Pour répondre au scandale, le PCC crée un comité national d'éthique de l'industrie cinématographique qui est chargé d'établir des critères moraux plus stricts pour les employés de l'industrie. Mais surtout, la SARPF est dissoute et divisée en 2 nouvelles entités distinctes. La China Film Administration, CFA, soit le nouvel organe de régulation de l'industrie cinématographique, et un autre organe pour la radio et la télé, l'Administration nationale de la radio et de la télévision. Mais surtout, dorénavant, la CFA, le nouveau bureau du film, est sous la régence exclusive d'un seul organe. J'ai nommé le grand, le beau, l'unique département de la propagande du comité central du Parti communiste chinois. Voilà. Fini le ministre de la Culture au cachot. Si vous trouvez que le cinéma était déjà trop contrôlé, là on est presque au maximum. Avant, on avait la présence de professionnels du cinéma, certes soumis à la censure, mais c'était avant tout des producteurs, distributeurs, artisans, artistes de l'industrie. Maintenant, dans la CFA, il n'y a que des bureaucrates du PCC et les mecs, voir le cinéma comme proposition esthétique, non, ta gueule, arrête tes conneries là. Conséquence directe de tout ça, l'année 2019 et 2020 est bien compliquée pour l'industrie. Faut le temps de s'adapter à la nouvelle administration, mais surtout les règles sont durcies. Les mecs ont coupé pendant 6 mois l'obtention des visas pour les SVOD. Maintenant, carrément, il n'y a plus de programme étranger de 19h à 22h à la télé. On a aussi une interdiction pour tout support ou événement de promouvoir un seul et unique pays, ce qui entraîne l'annulation du festival en ligne My French Film Festival. Ouais, là ça pue, et Canet il navigue à vue dans cet océan de caca. Oh, il s'agit d'une simple formalité administrative. C'est ça, une formalité administrative. Vous devez demander le laissez-passer à 38. Eh bien, allons-y, Obélix. En plus, c'est marrant, on peut l'imaginer dans un enfer administratif comme dans les 12 travaux. Parce que du coup, le bureau de la censure est saturé. Tu vas attendre beaucoup plus que les 1 mois réglementaires. Regardez ce pauvre distributeur chinois, le mec en peut plus. L'embouteillage au bureau de censure est bien réel. Après dépôt des films, il y a désormais entre 1 an et 1 an et demi d'attente. Dans notre cas, près de 200 films précédemment achetés n'ont toujours pas passé la censure. Et cela seulement pour une exploitation sur les plateformes en ligne. Nous centrons à présent nos recherches sur des films à même de sortir en salle, c'est-à-dire des films à casting dont les budgets sont importants et peuvent toucher un large public. Après, vous inquiétez pas pour le parti, ils ne sont pas cons. Ils trouvent d'autres moyens de faire rentrer de la thune. Et bizarrement, les grands gagnants de tout ça, à skip, ce seraient les productions indiennes et japonaises. On vous laisse tirer votre propre conclusion sur cette info. Pour vous dire, ils ont banni les films sud-coréens parce que les mecs ont acheté un système antimissile aux ricains. Les ricains, eux qui restent les boss du marché chinois d'ailleurs. Vous voyez bien la chansonnette. Des lois conditionnées à la rentabilité économique potentielle. Oui, bon. Pour l'instant, on a fait genre qu'il n'existait pas. Mais voilà, vous le savez tous, en 2019, il y a un Chinois qui est tombé malade. Mais regardez bien les dates, c'est surprenant. Canet est en Chine en octobre 2019, la première contamination à Wuhan date du 16 novembre 2019. Guillaume, que caches-tu derrière ce sourire, c'est effrayant. Bon, le corona vient vraiment d'enterrer le projet de collaboration avec la Chine. Vous imaginez bien que côté chinois, quand ça leur demande quand est-ce qu'on tourne, les mecs sont en silence radio. Tu rajoutes à ça que le confinement est une période de stress intense pour l'industrie cinématographique française, avec beaucoup de retard dans le paiement des assurances notamment. Le problème sur ce qui s'est passé, c'est que les assurances devraient payer. C'est scandaleux que les assurances ne prennent pas en charge et qui ne nous permettent pas de redémarrer. C'est que ça l'histoire, parce que on paye des fortunes en assurance, mais quand je dis des fortunes, c'est des fortunes. Non seulement ils nous ont augmenté les cotisations, ils nous ont exclu encore des risques. C'est du n'importe quoi. Tous les projets annulés, en pause, en déficit, et pour Astérix, on est environ sur un surcoût de 3 millions d'euros. Et bien sûr, on ajoute à ça tout ce qu'on a développé tout au long de la vidéo, à savoir la base du projet de collaboration qui est un piège. Les mecs, ils financent 20% du film, mais ont le final cut. C'est une douille totale, et ça, même si leur marché fait les yeux doux. Et quand finalement on s'est rendu compte qu'en fait, ils voulaient tout changer, mais pas pour nous donner de l'argent, en fait, finalement. Parce qu'ils voulaient coproduire le film, mais sans donner d'argent. Ce qui est particulier. Ce qui est quand même très particulier.
Bon, dans un premier temps, malgré le virus, le projet tient. De communiqué de la production nous le montre. Le communiqué de presse du 18 février 2020 et celui du 4 mai 2020. Tous deux pour annoncer que le tournage est reporté, mais la Chine figure toujours comme étant un des lieux de tournage. Après une longue pause de 6 mois, la production du film est relancée le 9 novembre 2020 et là c'en est fini pour la Chine. Le film se fera 100% en France, avec 100% de capitaux français et des acteurs français. On n'a pas vraiment le fin mot, le détail précis de ce qui a fait chuter le projet, mais avec tout ce qu'on vient de dire, c'est tout sauf une surprise. Par conséquent, Canet reprend son scénario initial. Ça veut dire que vous avez retravaillé le scénario et vous avez pu mettre des scènes que j'ai remis vous avez censurées. Ouais, j'ai remis toutes les vannes qui me faisaient marrer. Il est content Guigui, il va pouvoir le claquer son vieil éborgné là. Mais c'est là qu'on comprend mieux pourquoi le film est nul. Bon, déjà Canet c'est débile comme réal, on est d'accord. Mais surtout, faut se rendre compte que les mecs se retrouvent avec 2 ans de production, de conception, de réflexion autour de la Chine comme élément central du scénario et aussi comme lieu privilégié pour le tournage du film et le choix des acteurs. Et les mecs avaient commencé à taffer les costumes et les décors qui étaient soit déjà commencés, soit déjà finis. Donc on se retrouve à devoir faire la Chine en France. C'est un coût en termes d'efforts et de temps qui ne pardonne pas. C'est 3 entreprises de FX qui travaillent pendant 1 an sur les effets spéciaux quasi 24/24, soit 1800 plans truqués. Aussi, le casting était réfléchi pour les 2 pays. Des stars chinoises étaient évoquées. Avec l'annulation, les producteurs ils se sont tournés en panique vers un star talent putassier. Juste de merde d'ailleurs, faut le dire. Big Flo et Oli, ils jouent des Marocains. Les gars sont argentins/algériens. Guettez le niveau de dignité chez nos macronistes favoris. Donc ça, le prix de la collab avec Oreille Sale. Certes, la collab avec le PCC dure moins d'1 an, mais la Chine, c'est le cœur du film. Tout le scénario gravite autour. Et le plus fou, c'est que le film est mort à la seconde où Bayada se dit en 2017 « Oh putain, y a de la thune à se faire ». Bon, après on va pas vous en faire tout l'historique du tournage, à Skip il était chaotique. Surtout lors du tournage en Auvergne où les mecs se tapent des conditions météo zinzin. Le ciel ne lui est pas tombé sur la tête, quoique... Qu'il y ait de la boue, c'est plus mais il faut pas qu'il glisse. Mais 2021, Guillaume Canet subit les caprices de la météo auvergnate. Le réalisateur y reconstitue la Chine et si son tournage prend un peu l'eau, le moral reste au beau fixe. Nouveau karma, on va dire. En plus, la zone était choisie pour la communauté chinoise qui était pas loin. France, bleu, pays d'Auvergne, matin. On vous emmène ce matin sur le tournage du prochain Astérix qui vient de s'installer pour 3 semaines de tournage sur le plateau du Guéry. Jean-Pierre de Mongelat, vous êtes avec le producteur exécutif de Trésor Film, la société qui coproduit ce nouvel opus d'Astérix. Comment s'est fait le choix, puisqu'il y avait d'autres lieux potentiels? Le choix a été déterminé par des critères assez objectifs. C'est qu'il fallait qu'on soit à côté d'une communauté chinoise pour nos figurants. Et j'avais remarqué qu'il y avait l'université de Clermont-Ferrand où il y avait beaucoup d'étudiants chinois. Bon exemple de la bêtise du film. Bah oui, plus de Chine, faut trouver des centaines de figurants chinois. Donc tu fais des castings dans les écoles lyonnaises pour trouver des étudiants chinois. En plus c'est con, en France le salaire d'un figurant est entre 100 et 150 euros par jour alors qu'en Chine c'est 80 au grand maximum. Dommage les mecs. En bonus on a aussi un Guillaume Canet qui va perdre 4 kilos, Zlatan va tourner alors qu'il s'est blessé la veille lors d'un match, etc. Caca sur pipi sur vomi. En bref c'est tout simplement une énergie folle dépensée pendant la production du film pour combler la débilité mercantile initiale de Bayada et Hachette. Pour Anne et Sylvie, les ayants droit, on peut parler de passivité mercantile. Pour le coup, Attal et Canet, on a presque l'impression que c'est des dommages collatéraux. Enfin bref, c'est avant tout une responsabilité collective. Tous les mecs ont collaboré consciemment avec le PCC. Ça reste juste une question de financement et de chinois malades qui font sombrer le projet. Donc toute la merde là, le tournage, le désamour critique et populaire, même les enfants aiment pas, et le fait que le film ne sera pas distribué en Chine, c'est un beau karma. Chais, dans le cul bande de cons. Ça vous apprendra à piller l'œuvre qu'Uderzo vous a confiée. Parce que faire un mauvais live action Astérix, c'est la norme, on est habitué au calme, mais se réapproprier leurs Gaulois, ces Gaulois, nos Gaulois, jusqu'à réécrire le scénario pour servir les intérêts du Parti communiste chinois contre un accès à leur marché, chapeau les mecs, ça c'est du grand art. Conclusion, Uderzo, reviens s'il te plaît. Et là, on en revient à la seule trace publique qu'on a d'Uderzo à propos de ce projet. La fameuse question qui l'inquiétait plus que tout le reste. Comment nos Gaulois vont-ils en Chine? En fait, si vous n'aviez pas compris, là, Uderzo demande littéralement comment ces personnages vont se déplacer de la Gaule à la Chine. Bah oui, c'est super loin, surtout en moins 52 avant Jésus-Christ. Voilà, c'est juste une très belle question d'un créateur soucieux du détail, même sur son lit de mort. Et c'est ça qui va nous manquer pour Astérix. Ok, les autres films n'étaient pas incroyables, mais quelque part ils sont tous à leur manière une part intime de la vision qu'Uderzo avait de son œuvre. Et malheureusement, maintenant, la maudite réponse à cette question, comment nos Gaulois vont-ils en Chine, est annonciatrice d'une ère de prédation vers la licence Astérix. Mon cher Uderzo, voilà humblement notre réponse. Obélix et Astérix iront en Chine dans une voiture faite pour et par Citroën. Toute notre amitié et notre respect, Samy et Sacha, les 2 petits cons qui passent trop de temps sur internet. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Macron, dictateur!